Et la séquence suivante, donc, il s'agit d'une discussion avec Jean Blaise. Si tu veux bien me rejoindre sur scène. Alors, c'est pas un artiste nantais, qui m'a virgule musicale, mais le titre s'appelle Nantes. C'est Beyrouth. Tu connais peut-être? Merci de t'installer. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Jean Blaise. On est en tout cas ravis de l'accueillir. On a déjà eu l'occasion de parler du voyage à Nantes ici, aux rencontres, il y a quelques années, avec les différents techniciens qui t'accompagnent dans ton travail. Mais c'est vrai qu'on est très content donc, de pouvoir t'accueillir sur cette session. Alors, une petite présentation rapide de Jean Blaise, qui a été avant champion d'haltérophilie, comme tout le monde le sait, dans sa jeunesse. Puis ensuite, il a fait un peu de motocyclisme. Je ne crois pas que tu aies croisé Monsieur Estrosi, d'ailleurs, lors de cette carrière-là. Et puis, voilà, après ces quelques expériences, il s'est lancé dans le mannequinat. Donc, une expérience relativement rapide, avant de revenir, bien sûr, aux premières amours. Et pour celles, on te connaît, donc, la culture, notamment. Et la culture mixée au tourisme, et notamment sur cette belle ville de Nantes, avec les Allumés, avec le lieu unique, avec Estuaire, avec maintenant le voyage à Nantes. Et puis, plus récemment, également une petite incursion en Normandie, avec donc cet événement que certains d'entre vous ont peut-être vu l'été dernier au Havre, un été au Havre. Donc voilà, l'occasion de se balader et de retrouver encore une fois des créations originales et qui font vivre l'ensemble de la ville. Voilà, alors pour commencer cette petite session, tu connais le site Combini? Oui. Très bien. Alors, je vais te donner un micro, comme ça on t'entendra mieux effectivement, j'avais oublié. Donc, partenariat avec Combini il y a 2 ans au niveau de Voyage à Nantes. Ça fait partie aujourd'hui des médias incontournables au-delà des autres. Et alors, Combini a cette originalité de faire des petites interviews qui sont assez rigolotes. Donc, Jean te propose une interview Fast and Curious. Et donc, c'est simple. 2 propositions, un choix, un petit mot court d'explication, parce qu'il y en a certaines qui vont peut-être nécessiter qu'on l'explique à notre public. C'est parti. Tourisme ou culture? Culture d'abord, pour aller vers le tourisme. Édouard Philippe ou Jean-Marc Ayrault? Jean-Marc Ayrault, parce que j'ai quand même passé 30 ans de ma vie avec lui. Édouard Philippe, seulement 3. Facebook ou Instagram? Instagram. La cantine ou les tables de Nantes? La cantine étant le restaurant événementiel géré par le voyage à Nantes. Eh bien, la cantine l'été, les tables de Nantes l'hiver. L'éléphant ou le carrousel des mondes marins? L'éléphant. L'éléphant parce qu'il est libre. Boire ou conduire? Boire et se faire conduire. Un bon choix. Muscadet ou Bordeaux? Muscadet pour le poisson, Bordeaux pour le fromage. Triche un peu quand même, hein? Ah oui. Jour ou nuit? Jour pour ma vie professionnelle. Ah mais non! Tu joues pas le jeu. Et nuit pour moi-même. D'accord. Bretagne ou Pays de la Loire? Bretagne. C'est lâché. Ville ou campagne? Ville. Booking ou Airbnb? Airbnb. Évolution ou révolution? Évolution. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Ça, c'est ma génération. Agir ou comprendre? Comprendre et agir. Dominica ou Philippe Catherine? Dominique. Foot ou rugby? Foot. Voilà. Éphémère ou durable? Les deux. Éphémère pour exciter la ville et durable pour la construire, pour la fonder. Mais on n'a pas le droit de faire ça. TripAdvisor ou guide du routard? Guide du routard. Habitant ou voyageur? Voyageur. Merci Jean. Merci. Alors pour nous accompagner dans une petite discussion, j'invite maintenant Jean-Luc Boulin, Guillaume Cromer, encore
Michel Durieux à me rejoindre sur scène et à venir vous asseoir ici. Non, tu as vu, c'est différent. C'est un côté beaucoup plus sombre ici. Merci messieurs de me rejoindre. On va pouvoir donc entamer cette petite discussion avec Jean. On commence avec toi Michel. Alors, présentation rapide, Michel, donc directeur général du CRT Nouvelle-Aquitaine. Jean-Luc Boulin, pour ceux qui ne le connaissent pas, en dehors d'être agent immobilier, est aussi directeur de la Mona. Et donc Guillaume Cromer, vous venez de le voir, donc on ne va pas le représenter. Tout va bien. Michel, on commence avec toi, cette petite séquence d'interrogation, de discussion avec Jean sur sa vision du tourisme, de la culture, de la ville, de l'attractivité en général. Il préfère les touristes que les voyageurs, c'est déjà pas mal. Que les habitants, pardon. Les voyageurs. Pardon. Allons-y. Donc, un premier thème qui nous intéressait dans notre discussion, qui concernait justement l'attractivité, la touristicité finalement d'une destination. Est-ce qu'une ville est attractive parce que touristique? Est-ce qu'elle devient touristique parce qu'attractive? C'était un petit peu le sens de nos premiers échanges. Clairement, ça peut être les deux. Et on a des exemples dans les deux sens. Une ville qui est touristique, par essence déjà une certaine attractivité. Donc elle attire. Par contre, clairement, une ville, comment peut-elle devenir touristique? Il faut d'abord qu'elle soit par essence et qu'elle travaille son attractivité. Donc soit elle est attractive historiquement par son patrimoine, par ses activités, soit il faut qu'elle arrive à créer cette attractivité, ce qui est la réflexion de nombreuses destinations, ou plutôt de villes qui veulent devenir des destinations touristiques. Et là, c'est le travail évident de savoir si en créant un musée, une cité ou quelque chose, on arrive à créer cette attractivité. Jean, ton point de vue sur la question? Bien, oui, je pense qu'il y a des villes qui sont, j'ai envie de dire, presque naturellement attractives. Je pense à Bordeaux. Voilà, ils n'ont pas grand-chose à faire pour attirer des visiteurs. Il y a eu un peu de boulot quand même ces dernières années pour la rendre un peu plus attractive. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais il y avait l'architecture, il y avait le vin, tout était là. Le problème qu'on a eu à Nantes, c'est qu'on n'était plus du tout attractif dans les fin des années 80. C'était une ville qui s'était endormie et qui avait aussi pris des coups, et des coups extrêmement violents. Les bombardements, l'écomblement de la Loire et de l'Erdre. Je regarde Aurélie pour la faire rire parce que je parle toujours de ça. La désindustrialisation, c'est une ville qui, à la fin des années 80, vit mal, vit peu, est considérée comme une ville endormie. Bon. Et quand Jean-Marc Ayrault arrive en 89, il intègre tout ça, il a compris, et il sait qu'avant de transformer profondément la ville, il va falloir d'abord transformer son image, avant tout. Bon. Et il mise beaucoup sur la culture pour le faire, parce qu'il sait qu'on peut aller vite avec la culture, avec l'art, avec la création artistique. Et là, on crée les Allumés, René Martin crée la Folle Journée, ensuite c'est le lieu unique, ensuite c'est l'avenue de Royal de Luxe aussi, qui a été très importante. C'était un signe. On disait, voilà, on fait venir la compagnie la plus connue dans le monde, ici, chez nous, à Nantes. Bon, voilà. Donc, pourquoi ça va plus vite dans la culture? Pourquoi ça va plus vite avec la culture qu'avec d'autres sujets? Parce qu'on peut faire un festival en 1 an et demi. C'est ce qu'on a fait avec les Allumés. Les Allumés, on l'a fait en 1 an et demi. Nuit Blanche, on l'a fait aussi en 1 an et demi après l'élection de la Noé. On peut aller très vite, à la condition aussi d'avoir quelque chose qui soit visible immédiatement, et qui soit très fort, qui soit singulier. Voilà, donc Jean-Marc a misé sur la culture. On ne pensait pas du tout au tourisme, on pensait à l'image de la ville. Bon. Et puis petit à petit, 2007, je vais aller vite, mais c'est intéressant de faire un point d'histoire. 2007, on crée les machines,
transfuge de Royal Deluxe qui crée l'éléphant, le carrousel des mondes marins, etc., le parc des machines. On crée également une manifestation artistique assez pointue qui s'appelle Estuaire, et c'est des grands artistes internationaux qui viennent créer sur les rives de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire, parce que c'est une commande des deux maires qui veulent créer un ensemble, identifier l'ensemble de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Bon. Et on fait venir Jimmy Durham, Daniel Buren, Tadashi Kawamata, les grands artistes internationaux. Et puis, la même année, réouverture du Château des Ducs de Bretagne, le patrimoine de la ville, restant, le plus visible. Et là, on s'aperçoit que des touristes nouveaux viennent à Nantes. Ce ne sont plus seulement ceux qui prenaient le petit train et qui venaient visiter la cathédrale. L'objectif initial, du coup, s'il n'était pas touristique, il était en termes d'image pour l'économie, pour les habitants, pour... Image, faire venir des entreprises à Nantes, créer de l'attractivité d'abord pour les entreprises, et puis aussi animer au beau sens du mot la ville, pour les Nantais eux-mêmes, cultiver la ville. Et puis, le tourisme, c'est venu en plus. Et à partir de là, en 2010, Jean-Marc Ayrault me demande de créer, à partir d'une structure qui existait déjà et de l'Office du tourisme, de créer le Voyage à Nantes, qui rassemble les sites que j'ai cités tout à l'heure, plus le tourisme, plus l'Office du tourisme. Donc ça a été vraiment le lancement de ce mix entre tourisme et culture au sein de la ville. 2010. Guillaume, tu avais une question. J'avais une question parce que c'est impressionnant ce qui a été fait sur Nantes par rapport à cet aspect d'événementiel culturel au service derrière, après de l'attractivité générale et touristique. Et moi, ça fait 2 ans que j'habite dans une nouvelle ville qui est Grenoble et qui a des vraies problématiques aujourd'hui de subir en fait une certaine image négative par rapport à des questions. On parle de Chicago même en disant qu'on a des problèmes d'insécurité, etc. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas de politique d'attractivité touristique. Et pour autant, en étant là, habitant camp de base de la montagne, on se dit il y a un vrai truc à faire. Et je me dis que Nantes peut être une inspiration en fait pour une ville comme ça en disant utilisons l'événementiel culturel au service derrière de l'attractivité de cette ville. Et je trouve que ça pourrait, il y a peut-être d'autres villes aussi, mais en tout cas moi en habitant là, je le sens qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et si Piolle t'appelle un jour, enfin essaye de venir. Certaines villes le font, mais je pense que la recette quand même au tout départ, c'est l'audace du politique. Avant tout, parce que faire venir Royal Deluxe à Nantes, c'était pas évident. Parce qu'à l'époque, Royal Deluxe, c'était la demi-finale du Waterclash, c'était Jeanne d'Arc à la broche sur le parvis de la cathédrale. Voilà, c'était violent, c'était quelque chose qui remuait la ville. Créer les allumés, c'est-à-dire faire venir à Nantes les avant-gardes des grandes villes du monde comme Barcelone, Saint-Pétersbourg, Buenos Aires, ça remuait sérieusement. Donc il y a quand même vraiment au départ l'audace du politique, même si Jean-Marc Ayrault est quelqu'un de très prudent, mais justement, il sait sauter le pas, faire le pas de côté à un moment donné, et faire confiance. Il a fait confiance aux artistes, aux personnes de la culture. Il les a jamais censurés. Moi, je n'ai jamais été censuré. J'ai discuté souvent avec lui pour essayer de lui faire comprendre ce que les artistes voulaient faire quand ils ne le comprenaient pas, mais on n'a jamais été censuré. Donc c'est cette audace, au départ, qui n'est pas évidente, qui paye aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant sur tout ce que vous avez pu faire, est-ce que réellement, au départ, vous pensiez tourisme ou pas du tout? C'est-à-dire, vous avez mis un petit volet tourisme, mais est-ce que réellement, vous ne pensiez pas culture nantais et locale? Si, vous avez raison. On pensait pas tourisme, et c'est venu, j'ai envie de dire, naturellement. Et quand on a senti que ça venait, qu'on avait créé cette attractivité par la culture, bien évidemment, on a enfoncé le clou avec la création d'une structure pour porter une stratégie. Et comment réagissent à ce moment-là les fondateurs et les locaux, finalement, de voir cette arrivée de touristes? Parce qu'on a l'exemple, par exemple, de Darwin à Bordeaux, qui a été pensé essentiellement pour les Bordelais, et qui finalement est devenu un outil d'attractivité touristique sans qu'ils l'aient voulu. Et ils le disent clairement. Eh bien, moi je trouve ça très très bien. C'est parce que c'est un lieu singulier qu'il crée de l'attractivité. C'est-à-dire qu'on le voit. Le problème quand même, c'est que quand
quand on a cette liberté, quand on peut avoir cette audace, on n'est pas suivi tout de suite. Hein. On ne va pas dire qu'on est visionnaire, on n'est pas des visionnaires, il ne faut pas exagérer, mais on a peut-être un petit temps d'avance. Bon, et surtout les artistes, hein, moi je ne suis pas artiste, ce qui fait qu'au début on n'est pas tellement suivi par le monde économique ou les acteurs du tourisme. Quand on a créé le Voyage à Nantes et quand on a créé l'événement Voyage à Nantes, c'était en 2012, donc 2 ans après la création de la structure, les acteurs du tourisme, ils n'y croyaient pas. Et d'ailleurs, on a été en lutte avec le club hôtelier, une certaine partie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bon. Mais voilà, il a fallu tenir ça, il a fallu le démontrer, parce que la singularité n'est pas toujours bienvenue. Or, c'est ça qui fait l'image de marque, et c'est ça qui fait l'attractivité, et rien d'autre. Bon, voilà. Mais c'est jamais compris sur le moment. Jean-Luc ? Oui, alors moi je m'intéresse donc au tourisme rural, vous l'avez vu ce matin. Je suis allé sur le site de l'Office de tourisme Estuaire et Sillon, qui, comme tout le monde le sait, est au sud de Nantes, sur l'estuaire. Et il y a comme tous les sites de bons offices de tourisme, les incontournables à voir. Donc il y a la centrale thermique, etc. Il y a 6 incontournables. Mais les 2 premiers, ce sont 2 réalisations du Voyage à Nantes. Il y a l'observatoire de Kawamata et puis il y a la Villa Cheminée, qui étaient donc des œuvres artistiques au départ et maintenant font partie intrinsèque de l'offre touristique locale. Donc j'imagine là aussi qu'au moment où ça s'est fait, le conseil d'administration de l'Office du tourisme local, il ne s'est pas dit immédiatement ça va être notre Tour Eiffel de demain. Mais par contre, il y a un effet évident. Bien sûr. Il s'est dit surtout, ça va coûter très cher, et puis est-ce que ça va porter ses fruits, est-ce que ça va avoir de l'impact? Il y a toujours ce doute. Mais bon, voilà, nous, on ne doute pas de la force de la création artistique. Donc le tout, c'est de choisir les bons artistes. Bon. Et nous, de les porter et de produire leur création. Quand on fait venir... Sur Estuaire, voilà, on n'a pas voulu se tromper. On n'était pas dans une démarche de faire travailler les artistes du territoire. On n'était pas dans cette démarche. On était dans la démarche de faire venir des artistes qui vont travailler in situ, c'est-à-dire qui vont interpréter, révéler le territoire. Ils ne viennent pas là pour poser leur œuvre qu'ils ont fabriquée ailleurs. Non, on leur demande d'interpréter le territoire. Bon. Et ils le font d'une façon merveilleuse. Tatsu Nishi qui a créé la Villa Cheminée à côté de la centrale de Cordemais. C'est devenu un petit spot touristique international. On a été classé par TripAdvisor 5e dans le top 5 des hébergements singuliers au niveau mondial. Bon. Donc ça paye après. Mais est-ce que malgré tout, au moment de l'événement, puisqu'au départ c'est quand même dans le cadre d'un événement culturel qu'on demande à ces artistes de venir interpréter le territoire et produire, est-ce que quand même vous vous êtes dit à ce moment-là, on va avoir des œuvres pérennes qui auront une autre fonction demain que juste une fonction artistique, ou bien ça s'est fait comme ça? Non, là c'était vraiment pensé, c'est-à-dire qu'on a pensé Estuaire. Estuaire, c'est une commande de Jean-Marc Ayrault et de Joël Batteux, le maire de Saint-Nazaire d'alors, qui veulent montrer que cette métropole Nantes-Saint-Nazaire a une identité culturelle. Bon, parce qu'à l'époque, elle n'en avait pas. Cet ensemble n'avait pas d'identité culturelle. Les Nazériens pensaient qu'ils avaient leur culture et les Nantais la leur. Bon, voilà. Et donc, avec mes collaborateurs, on prend une carte pour examiner ce territoire. C'est quoi cet ensemble Nantes-Saint-Nazaire? Et la seule chose véritablement qui les relie, mais c'est une évidence, un enfant pourrait le voir, c'est l'estuaire. Et donc on décide de travailler sur l'estuaire, qui est le symbole de la relation entre ces 2 villes. Bon. Et de le faire découvrir, parce que c'est un territoire qui n'était pas parcouru par les touristes, ni même par les Nantais, ni par les Nazériens. Voilà. Et la réalisation de ces œuvres, on s'est dit on va faire 3 éditions biennales, et à chaque édition, on aura des œuvres pérennes, mais on laissera aussi au moins 7 œuvres pérennes, pardon. On aura des œuvres éphémères, et on laissera 7 œuvres pérennes, pour, au bout des 3 éditions, avoir une collection d'une 20aine d'œuvres. Aujourd'hui, on en a 30. Bon. Et on continue. Et ces œuvres, on les entretient comme du patrimoine, en quelque sorte. Du coup, on est sur une opération structurante. Quelles seraient les conditions pour qu'on puisse faire ça ailleurs? En fait, est-ce que c'est une méthode de développement touristique?
Oui, à la condition que ça soit un travail in situ. Alors, quand j'ai fait Le Havre, en fait, l'approche est la même. Faire découvrir une ville, faire découvrir un territoire, rendre désirable un territoire ou une ville, mais il faut absolument que les artistes interprètent la ville. Et on s'aperçoit qu'au résultat, ce qui s'est passé à au Havre, pardon, est très différent de ce qui se passe à Nantes. C'est pas la même approche, c'est pas les mêmes réalisations. Au Havre, on a des réalisations monumentales qui jouent avec l'architecture Perret, avec l'architecture du Havre, entre autres. Bon. À Nantes, c'est plus intime, c'est plus mystérieux, c'est plus caché, c'est moins spectaculaire. Voilà. Et ce sont les artistes qui réussissent à interpréter un territoire. Mais du coup, Jean, on sait qu'en ce moment, Édouard Philippe réfléchit à un remaniement ministériel. Si demain il nomme Jean Blaise ministre du Tourisme, est-ce que Jean Blaise peut créer de l'art dans toute la France et retrouver donc une autre attractivité touristique à travers la culture dans toute la France? D'abord, il ne le fera pas parce qu'il sait que je suis incapable d'être ministre. J'ai pas envie, mais même si... Extrapolons. En tout cas, ce que tu as fait à Nantes, et on sait que ça marche pas toujours de passer d'un niveau local à un niveau national, mais ce que tu as fait à Nantes, est-ce que ce serait transposable au Havre dans d'autres conditions? Est-ce qu'on pourrait le faire finalement partout, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, et essayer d'avoir un projet culturel pour la France qui devienne un projet d'attractivité touristique? Oui, je pense que oui. On en a beaucoup discuté avec Françoise Nyssen. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Ça n'aboutit pas parce que c'est très compliqué. Il faut d'abord que les régions soient à l'initiative, le veuillent. Il faut que ça parte des régions. Je ne pense pas que ça puisse partir de l'État, mais il faut aussi absolument que ça ait l'agrément de l'État et l'aide financière aussi de l'État. On est plutôt dans la construction de cathédrales pour l'instant, des grands musées comme le Mucem, la Cité du Vin, etc. Enfin, sur le modèle un peu du Guggenheim, moins dans la typologie de ce que vous avez développé à Nantes, par exemple. Oui, mais c'est très bien aussi. Moi, j'adore le Guggenheim. Et là, on vient de rénover entièrement le musée d'art de Nantes. Il est absolument magnifique. La première année, pour son ouverture, il a fait sur un an 800 000 entrées. Bon, donc ce sont des lieux facteurs d'attractivité touristique évident aussi. Mais le Guggenheim, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle architectural. La ville s'est transformée autour du Guggenheim. Et ça, c'est une folie. Alors peut-être que ça ne se fait pas aussi parce que ça coûte trop cher. Moi, je pense que rien ne coûte trop cher parce que vous savez, le budget du voyage à Nantes, c'est 29 millions d'euros. C'est beaucoup, hein? On s'en fiche. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Les retombées économiques des 650 000 visiteurs de l'été, juillet, août à Nantes, c'est en retombée 55 millions d'euros. L'événement estival, il coûte autour de 3 millions, 2,7 millions, 3 millions d'euros. Les retombées sont 50 millions d'euros. Donc on investit, point. Donc le tout, c'est que ça marche. Oui, mais alors, si ça ne marche pas, on est vite dégagé. Puisque Jean-Luc, finalement, se pose la question de l'investissement et du coût, il y a une question entre public et privé. Ce type d'événement, par qui il doit être porté? Vous avez donné un début de réponse en disant les régions, mais jusqu'où on doit aller? Quelle est l'implication du privé? Là, c'est importante. Sur Estuaire, chaque édition, c'était autour de 8 millions d'euros. On avait 2 millions de financement privé. Alors, on avait les grands groupes qui étaient sur le territoire. Évidemment, il faut aller les taxer. Ils sont là, ils sont obligés. EDF, avec lesquels on avait de très très bonnes relations, c'était chez eux. Donc, ils n'allaient pas nous refuser de nous aider. Total, idem. C'est quand même des grands groupes. Mais on avait aussi beaucoup de petites entreprises qui habitaient là, en quelque sorte, et qui avaient envie de cette aventure. Non seulement parce qu'ils sentaient bien que ça allait faire bouger le territoire, mais aussi parce que certaines d'entre elles faisaient de la communication interne avec ça.
Nous, on travaille avec des promoteurs, beaucoup de promoteurs à Nantes, et presque tous d'ailleurs, hein, puisqu'on transforme la ville comme eux, hein, en créant des œuvres dans l'espace public. Bon. Et c'est vrai qu'avec la culture, on peut générer du mécénat. C'est beaucoup plus difficile avec du tourisme pur, comme on peut le pratiquer. Et oui, bien sûr. Parce que le mécénat ne s'intéresse qu'à la chose réelle, à l'offre, vraiment. Il faut que ce soit quand même visible et symbolique. Visible et symbolique, les deux. Moi, je voudrais revenir sur une phrase que tu as dit avant, qui est « Moi, je ne suis pas un artiste ». Derrière l'artiste, il y a la question de la créativité qui est un enjeu très fort, et on le voit sur le voyage à Nantes, il y a de la créativité qui est assez dingue. Est-ce que l'idée, c'est que la créativité, elle vient en allant creuser ailleurs ce qui se fait, en se disant « bon, ça, on pourrait peut-être le dupliquer chez nous », ou est-ce que, comme tu l'as dit, il faut qu'on ait des événements et des œuvres qui soient signatures, où derrière, en fait, on va s'adapter à l'environnement local et on va pousser la réflexion. Et l'artiste, il va être fort en créativité par rapport justement à ça. C'est ça plutôt l'enjeu ? Oui, mais je pense que tu as tout dit là, hein, donc je vais te répéter. Si, bien sûr, c'est exactement ça. Dire que veulent les villes, que veulent les territoires ? Se singulariser et apparaître tels qu'ils sont sous leur meilleur aspect. Hein. Donc, on ne peut pas faire à Toulouse exactement la même chose que ce qu'on a fait à Nantes, parce que sinon, non seulement ça ne marche pas, mais on est ridicule. Bon. Donc il faut vraiment partir du territoire. Tu parles de la prochaine inauguration des machines? Non, je ne pensais pas à ça. Je n'ai pas fait exprès. Et un événement, une œuvre, est-ce que c'est forcément éphémère à un moment donné ? Est-ce que le voyage à Nantes va s'arrêter à un moment donné et sera repris derrière par un autre truc ? Ou est-ce que derrière, une œuvre peut être nos limites et continuer dans le temps, là, très longtemps ? Limite, ça va très bien avec l'actualité, hein, sur Bansky, machin, etc. Là, avec l'équipe, on s'interroge actuellement. On est peut-être à un tournant, c'est-à-dire que à Nantes, on a créé beaucoup d'œuvres pérennes. Cette édition-là, on va laisser 2 œuvres pérennes de Philippe Ramette, hein, qui a créé des éloges et qui a créé des statues, dont une d'elles est au centre de la place du Bouffay. La place du Bouffay, c'est l'histoire de la ville. Hein. C'est la place la plus importante, la plus symbolique de la ville. Et Johanna Roland vient de faire un communiqué de presse hier pour annoncer qu'elle était d'accord pour pérenniser le pas de côté. Hein. Et c'est une statue de Philippe Ramette lui-même, qui est à la dimension 1,5 en bronze. Hein, donc une vraie statue sur un socle très, très important. Bon, voilà. Et au lieu que ce soit, je sais pas, Jules Verne ou le grand homme ou le grand général, bon, c'est un concept, une façon d'être qui est là, au milieu de la place. Le pas de côté, faire le pas de côté. Donc cette statue a un pied, une jambe sur le socle et l'autre dans le vide. Hein, et elle tient. Bon. Mais cette statue, Philippe Ramette a son costume avec sa petite cravate, il est bien mis, il est bien nantais, quoi. Hein. Il est bien là, discret, bien réservé, mais il fait le pas de côté. Bon. Et quand une ville accepte ça, elle a gagné. Hein. Voilà. Et donc on l'a laissé des œuvres pérennes qui, d'une certaine façon, représentent ou montrent la ville. Bon. Et puis, on commence à s'apercevoir qu'au-delà de l'été, sur les petites vacances, oui, un tourisme est en train de naître, pas seulement de notre fait, mais il est en train de naître. Bon. Donc on est en train de commencer à penser à une ligne verte, hein, puisque le parcours est matérialisé par une ligne permanente en quelque sorte. C'est-à-dire un voyage à Nantes permanent. Ce qui va changer un peu quand même nos principes, notre façon de travailler. Mais on se regarde nous-mêmes évoluer. On ne prévoit pas tout, on ne prédit pas tout, on ne planifie pas tout, mais on se regarde bien évoluer. Et on analyse bien ce que nous faisons. Est-ce que finalement l'événement n'a pas créé la notoriété de la culture des Nantais ? Et maintenant, ces œuvres pérennes ne créent-elles pas la destination touristique ? Si, aujourd'hui, c'est l'offre que nous faisons. C'est-à-dire que mais pour nous, c'est une cible. Hein. On ne prétend pas toucher tous les touristes. Pour nous, c'est une cible. Le tourisme culturel, des personnes, des gens qui ont envie d'aller dans les musées, qui ont l'habitude de le faire, qui ont envie d'aller voir des expositions d'art contemporain. Voilà, on a quand même une cible.
hein. Et on peut l'avouer, on peut le dire, hein, on cible les CSP+, quasiment à 50% parisiens. Bon, c'est clair. Bon. Mais en même temps, on veut que les Nantais, et tous les Nantais, y trouvent leur compte. Et donc on crée aussi des lieux populaires comme la cantine dont on parlait tout à l'heure. La cantine, on sert parfois 2500 repas par jour. Bon, on crée des barbecues avec des designers, c'est-à-dire qu'on crée des lieux de vie populaires. Il y a aussi des propositions très populaires comme les machines, mais on le fait toujours avec ce souci de l'exigence et de la qualité totale, y compris pour tous ceux qui ne sont pas notre cible principale. Et la cantine, eh bien, on l'a fait dessiner par des designers, des graphistes, les barbecues ont été dessinés par des designers. Voilà, hein, toujours ce respect de l'adresse à l'autre. Hein. Ce qu'on propose, c'est jamais n'importe quoi. Parfois on se trompe, évidemment, mais c'est jamais n'importe quoi. Alors tout à l'heure, Guillaume a répondu avant de poser la question, là c'est l'inverse. Ouais, c'est clair, parce que ma réflexion était de se dire, et bon, on embête souvent les cultureux un peu là-dessus, ce côté un peu élitiste au final. Et pour autant, Voyage à Nantes, c'est des familles, c'est quand même des gens du populaire, on va dire, qui viennent et qui profitent de ces événements-là. Et comment tu fais le lien justement entre ce côté un peu art contemporain et tout ça, et comment on amène ça à démocratiser un peu pour qu'on ait un bon mix au final? Alors, on fait des choix aussi, quand même. Là, par exemple, cette année, on a fait venir Philippe Ramette, le pas de côté dont je parlais tout à l'heure, il est très populaire. On a je sais pas, peut-être des centaines de milliers aujourd'hui de photos de gosses qui viennent sous le truc, soutenir, voilà. Il y a aussi une dimension ludique et populaire très souvent hein, dans les œuvres qu'on propose. On avait une grande exposition à la Galerie de Céleste Boursier-Mougenot. Vous savez, c'est cette installation d'une immense volière, c'était magnifique, avec une dizaine de guitares électriques et des oiseaux venaient se poser sur les guitares, hein, sur les guitares électriques et créer une musique en permanence. Bon. Céleste Boursier-Mougenot, c'est vraiment un grand artiste d'aujourd'hui qui a été dans tous les centres d'art hein, et c'était une exposition très très populaire. Hein. On a eu plus de 50 000 visiteurs, je crois, 60 000, je ne sais plus. Bon, voilà. Donc on est quand même très attentif aussi à ça. Hein. On n'est pas un frac. Hein. On n'a pas l'attitude d'un frac. Voilà. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent oui, cette année je suis allé au Voyage à Nantes. Et vous avez vu quoi? Je suis allé à la cantine. Mais c'est parfait. Et moi, la réflexion, ce pas de côté, il est hyper important. Parce qu'en fait, je trouve que nous, dans le tourisme, ce pas de côté, on ne le fait pas assez souvent. Est-ce que tu penses que la culture peut permettre d'insuffler ce côté pas de côté, out of the box, au secteur du tourisme? Et est-ce que justement, c'est un bon mix au final? Moi, je pense que ça ne peut être que la culture qui fasse ce pas de côté, parce que c'est presque la définition des artistes. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Parfois, ils sont très antipathiques, les artistes. Hein. Donc, ils sont pas, pour moi, ils ne sont pas sacrés. Mais ce qu'ils ont de plus que nous, c'est ils regardent au-dessus de notre épaule. Nous, on voit là et eux, ils regardent là. Bon, ils ont cette capacité à avoir des visions qui prennent de l'avance sur nous et sur le public, bien évidemment, encore plus. Mais justement, c'est ça qui est fascinant. Bon. Et le public populaire, même s'il n'est pas éduqué à l'art, quand il voit quelque chose de fascinant et de juste et de fort, il le reconnaît aussi. Il y a des illustrations d'ailleurs directes de ce que, pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est par exemple ces chambres d'hôtel qui ont été redesignées dans le cadre de Voyage à Nantes, dans des hôtels parfois design, d'autres qui le sont moins, et qui donc le tourisme est effectivement infusé par la culture et participe là directement et concrètement à l'opération Le Voyage à Nantes. Tout à fait. Parce que le but ultime en fait de notre stratégie, c'est de faire en sorte maintenant, parce qu'on a une extrême connivence avec la ville, avec Nantes Métropole, avec le politique. Hein. Sinon, ça ne peut pas marcher, hein, c'est pas possible. Donc le but ultime, c'est faire en sorte que chaque fois que la ville se transforme, grâce au public ou au privé, on introduise de la créativité dans cette transformation ou dans cet aménagement de la ville. Et ça, seuls les politiques peuvent adhérer et les services doivent suivre
ou ont envie de suivre aussi. Hein. On travaille énormément avec le service du bâti, avec le service des espaces verts à Nantes. Bon, il y a maintenant cette connivence qui fait que voilà, le service des espaces verts devait créer un espace de jeu pour enfants en plein centre de Nantes. Ils se sont souvenus qu'ils avaient travaillé avec Kinya Maruyama quand on faisait Estuaire sur Paimboeuf. Et ben, plutôt que de prendre un catalogue destiné aux collectivités voilà, locales. Bon, ils ont fait appel à Kinya Maruyama qui a fait un espace de jeu pour enfants génial. Bon. Coûte plus cher que le catalogue, ça c'est clair, mais peu importe, il rapporte beaucoup plus parce qu'il est là au centre de la ville et quand un touriste arrive à Nantes et qu'il voit cet humour-là, oui, il se dit cette ville a de l'humour, a de l'intelligence, a de l'humour, a de la créativité. Et ça vaut tout l'or du monde, évidemment. Même chose pour le passage piéton, effectivement, où tu expliques que ce sont les services qui ont eu eux-mêmes l'idée de demander à designer de façon différente. Alors là, c'est une société d'aménagement qui devait refaire le boulevard Léon Bureau, qui est un boulevard très très passager, et donc en faire une zone 30. Et le directeur de la société d'aménagement de la Samoa m'a demandé de penser à un artiste pour refaire ce boulevard, pour refaire du goudron, quoi. Bon, avec Colas, avec l'entreprise Colas. Bon, et ça s'est vraiment très 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 bien passé parce que l'entreprise Colas a compris aussi l'avantage qu'elle avait à pouvoir faire de la communication interne avec cet événement au sein de son entreprise, hein, puisqu'on ne faisait pas ce qu'on faisait d'habitude. Le boulevard est swing, il y a des lignes des spaghettis partout à la place des passages piétons. À l'évidence, c'est un boulevard qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc tout le monde a intérêt à ce que ça marche, à la condition que la réglementation soit respectée. Mais ça, c'est notre job. Faut forcément qu'un élu soit sensible à la créativité ou lui-même être créatif. C'est rare d'avoir des élus. Lui-même être créatif, c'est pas nécessaire. C'est ça la question. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un décideur, c'est lui qui a quand même un pouvoir. Donc d'ailleurs, comment on fait pour... Ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Ayrault, je le dis clairement, on est devenus amis, mais c'était une chance, parce que sinon je serais parti de Nantes. J'aurais continué à voyager, à faire d'autres choses ailleurs. Bon. Et là, j'ai compris que j'étais avec un élu qui pouvait me laisser vraiment un champ incroyable hein, pour travailler, hein, tout simplement travailler. Donc je suis resté à Nantes. Hein, mais c'est assez rare quand même, je pense. Hein. Si on revient justement sur la création de cette SPL, qui aujourd'hui mixe les établissements que vous gérez, les aspects culturels et touristiques, c'était pas une création simple, un statut assez particulier en France à l'époque, rassembler des personnels qui, pour certains, occupaient le même poste dans deux fonctions, dans deux univers différents finalement. Et il y avait cet objectif du voyage à Nantes à organiser dans moins de 2 ans après. Tu le disais tout à l'heure, la culture c'est souvent un accélérateur et ça va plus vite. Ça l'a été aussi là du coup pour créer cette équipe finalement autour d'un objectif commun. La création de l'équipe, ça a été finalement c'est pas si compliqué que ça, mais quand même un peu quoi. Il nous a fallu 1 an pour, comme dit ma DRH, faire l'harmonisation sociale. Hein, parce que c'était des équipes qui venaient... Bon, on avait les saltimbanques de Royal Deluxe qui avaient fait des machines. On avait l'Office du tourisme, avec le personnel d'un Office du tourisme, et ses préoccupations habituelles. On avait l'équipe d'Estuaire, parce qu'on a mis Estuaire aussi dans le panier, avec les bobos qui travaillaient avec moi sur le lieu unique. On avait des personnes très différentes, hein, venues d'horizons très très différents. Donc il a fallu bien clarifier, bien faire comprendre le projet, pour que tout le monde se mette sur un même projet, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la stratégie, les moyens qu'on se donnait et la communication qu'on allait faire pour y arriver. Bon. Et je crois qu'on y est arrivé. Vraiment, je crois qu'on y est arrivé. On a aujourd'hui une même convention collective, etc. C'est une seule équipe avec des gens très, très différents. Mais je pense que ce qui a fait, entre guillemets, la réussite, parce que c'est toujours relatif, hein, c'est l'aventure. C'est une même aventure. Tout d'un coup, on propose une aventure à des gens très différents, mais tout le monde a envie d'aventure. De quelque milieu qu'on soit, on a envie d'aventure. Et je pense que
c'est ça. Et moi, ma préoccupation, depuis que je fais enfin, c'est pas le même métier que je fais d'ailleurs, c'est ne jamais oublier de créer ce désir d'ailleurs, d'aventure, et donc toujours des projets. Alors justement, si aujourd'hui où on a beaucoup d'agglomérations ou d'intercos qui restructurent leurs offices de tourisme, est-ce que toi tu conseillerais à un élu systématiquement ou quasi systématiquement, plutôt que de faire un office de la culture ou un service culture et puis un office de tourisme, de dire partez ensemble dans tous les cas, systématiquement il doit y avoir des choses à faire? Ou bien alors finalement ça s'est passé à Nantes comme ça, mais ça ne se passera pas forcément partout de la même façon? Ton avis là-dessus? Non, parce que l'offre, ça peut être la vigne à Bordeaux, mais ça fait partie de la culture, la viticulture. Ça peut être autre chose, l'offre. D'ailleurs, le ski à la montagne, bon, je ne sais pas s'il faudrait réunir la culture et le tourisme. Tu vois, il y a le côté offre, mais il y a le côté pas de côté, pour dire. Oui. Et sur cet aspect-là. Ah bah oui, sur cet aspect-là, oui. De toute façon, quelle que soit l'offre, il faut qu'elle soit extraordinaire. Voilà, c'est tout simple. Enfin non, c'est pas tout simple, c'est très compliqué. mais il faut ça. Mais ce qui est intéressant, c'est si vous aviez dû partir de zéro, est-ce que vous auriez créé finalement la structure que vous avez créée? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Quand on fait l'histoire de la structure, telle que je l'ai faite en partie, mais parce qu'il y a eu d'autres étapes, bon, on se dit, mais alors, quelle vision, quel planificateur, c'est hallucinant. Non, rien du tout. On a fait ça au jour le jour, en fonction des besoins de notre ville, de notre territoire, avec de l'intuition. Mais l'intuition, pour moi, c'est une science qu'on ne comprend pas immédiatement, mais qui s'infiltre en nous. Il faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe, bien analyser, bien comprendre, s'imprégner de cette réalité, et puis l'intuition vient. Elle ne vient pas n'importe comment, elle vient parce qu'on a enregistré tout ça, toutes ces données. Donc on a eu de l'intuition, mais on n'a rien planifié du tout. J'ai une petite question prospective. Avec tout ce qu'on voit, et là on est quand même dans les rencontres du e-tourisme, il y a des choses autour de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, on a vu les chatbots et tout ça. Demain, comment tu vois les grands événements culturels? Est-ce que ça va impacter demain, en fait, tout ça? Est-ce que demain on va avoir des événements virtuels? Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer la créativité de l'homme? C'est quoi ton regard sur tout ça? Mon regard, il est celui d'un old school. Voilà, dans 3 ans, je crois, je vais avoir 70 ans, donc je suis pas de votre génération, là, des personnes que j'ai vues sur le plateau. Bon, mais ça m'intéresse beaucoup, ce qui se passe. Mais rassure-moi, tu sais ouvrir un ordinateur, tu as un smartphone, tu réserves sur Airbnb. Tiens, ça me rappelle un truc. Exactement. Je sais utiliser tout ça, et ça m'intéresse. Et je sais même, depuis la semaine dernière, faire un virement... avec ma banque. Bon, mais c'est grâce à ma fille qui a 20 ans, qui m'explique tout avec beaucoup de patience. Non, moi je vois ça avec beaucoup d'intérêt. Mais attention, que l'outil ne remplace pas l'offre, quoi. Que l'outil reste au service de l'offre, et que l'offre soit réelle et vivante, et pas virtuelle. Ça c'est clair pour moi. Entrer virtuellement dans un Magritte, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, ça m'intéresse pas. Alors comme expérience physique, je le ferai, parce que sinon je vais mourir idiot. Mais ça ne m'intéresse pas. Il faut aller voir le Magritte, point. Ou alors, on crée une œuvre dans laquelle on va s'immerger, mais qui est une œuvre nouvelle, une œuvre totale. Alors, et là, dont on a parlé et on parle, c'est une question subsidiaire, c'est de l'événement en ville. Est-ce qu'on peut sortir de la ville? Est-ce qu'on peut réussir à penser la même chose sur nos destinations et sur nos lieux touristiques intérieurs et qui ne sont pas particulièrement des villes? Mais oui, moi je pense que oui. Là, on est en train de le faire avec le vignoble. On a créé un parcours dans le vignoble qui fait une 30aine de kilomètres et on va, à l'été prochain, réaliser un point de vue qui s'appelle le porte-vue à Château-Thébault pour un paysage absolument magnifique. On crée avec un architecte une espèce d'aiguille qui va aller au-dessus du vide, au-dessus d'un cours d'eau, très très haut. C'est une œuvre importante, forte, qui coûte
autour de 700 000 €. On a réussi à convaincre la région, on a réussi à convaincre la communauté de communes, la commune elle-même, qui nous pousse à le faire. Bien sûr que si, on peut le faire. Et on l'a vu aussi quand on a fait Estuaire. Les plus grandes œuvres d'Estuaire sont dans les plus petites communes. Lavaux-sur-Loire, c'est je ne sais pas combien d'habitants, même pas 1000 je crois, enfin aussi peut-être plus, je dis n'importe quoi, mais c'est très peu d'habitants et c'est une œuvre monumentale qui est visitée par les touristes. Bien sûr que si, et ces communes ou ces communautés de communes ne demandent que ça, nous appellent vraiment. Le travail qu'on fait avec le vignoble est très passionnant. Mais peut-être qu'elles appellent maintenant les communautés de communes parce qu'au départ, il y a le voyage à Nantes. Imaginons, pour poursuivre la question de Michel, qu'on se retrouve sur un territoire où aujourd'hui il n'y a pas grand-chose, un territoire rural. Par quoi on commence en fait? Il faut trouver l'élu qui a envie, il faut qu'il y ait un artiste localement ou un concepteur. Quels peuvent être les éléments déclenchants pour dire ok, vous allez mettre 700 000 €, mais vous allez voir, c'est le début d'une histoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous trouver et vous dire et vous demander des territoires? Est-ce qu'il y a une recette qu'on peut appliquer chez nous? On a beaucoup de territoires qui viennent nous voir, bien évidemment, et on leur dit toujours, il n'y a pas de recette. Quelle est votre vie? Quel est votre passé? Quelle est votre histoire? Quel est votre avenir? Comment vous le voulez? Et en fonction de ça, peut-être qu'il y a effectivement une solution nichée quelque part. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, ça devrait être le job du ministère de la Culture, qui, je trouve, ne le fait pas assez. Le ministère de la Culture a beaucoup existé sur les territoires, du temps de Jack Lang, et plus aujourd'hui. Il doit pouvoir initier, il doit pouvoir montrer que c'est possible, et donner son agrément aussi. Parfois, c'est très peu de choses qui déclenchent une entreprise, qui déclenchent un projet. Mais c'est vrai que tu parlais de Jack Lang, créateur de la fête de la musique. Aujourd'hui, on a l'impression que la culture dans les territoires, c'est avant tout un festival. Et c'est vrai qu'il en pleut de partout, souvent d'ailleurs financé par quelques grandes multinationales, 2 ou 3 qui aujourd'hui les possèdent et viennent les implanter ex nihilo d'ailleurs, sans prendre en considération forcément la culture locale. Comment tu vois ça? De quel œil? J'imagine un petit peu chagriné. Et pourquoi on ne va pas au-delà finalement de cet événement de 2 jours qui s'implante comme ça à partir de rien? Je pense qu'un festival, la plupart des festivals, on peut les mettre partout. Ouais. Mais il se trouve qu'à certains endroits, il y a une femme ou un homme qui ont eu ce talent. Le festival de Clisson, le métal à Clisson, c'est vraiment une personne qui était là, qui aimait cette musique-là et qui a décidé de faire ce festival qui est devenu international. Mais vraiment international. On les voit arriver de partout quand c'est la semaine. Bon, et avec une vraie identité du coup qui s'est développée localement et qui irrigue l'ensemble. Tout à fait. Et pas uniquement. Là, on n'a pas que de la musique. On a aussi de la création artistique beaucoup plus large que simplement musicale. On commence à avoir de la création artistique autour de cette initiative. Mais ce qui est rare. Ce qui est assez rare, oui. Mais moi, je pense, oui, ça tient à une personne souvent. Souvent à une personne. Bon. Du coup, l'après Jean Blaise à Nantes? Après Jean Blaise à Nantes, c'est aux politiques de le décider. J'en sais rien, mais ce sera dans quelques années, pas très loin. Pas très très loin. Mais dans quelques années. Messieurs, une dernière petite question pour conclure? Ou un commentaire, simplement? Non, je suis assez fan de cette vision-là et je pense qu'on a vraiment un besoin de rapprocher ces deux mondes vraiment plus. Et c'est vrai qu'avant, on construit ce manifeste-là pour demain sur l'idée que le tourisme doit avoir un rôle à jouer en termes de secteur pour montrer qu'il faut qu'on soit dans un respect de notre planète, des hommes qui y habitent, de l'environnement, etc. Et je pense que la culture avec le tourisme ensemble, on a un rôle à jouer. Là, j'ai mon petit truc parce que j'étais à Arles au festival de photos comme chaque année, et tu as des artistes qui sont responsables, qui prennent des sujets très forts, impactants, avec des enjeux sociétaux derrière. Et je pense que le tourisme et la culture ensemble,
on peut aller impacter positivement en fait les choses sur ces questions-là. J'en suis persuadé aussi. Arles, c'est très beau ce qu'ils font. Il y avait de très belles expositions cet été. Moi, j'ai envie de dire une chose, peut-être, ce rapprochement entre la culture et le tourisme. Ne soyons jamais vulgaires. Hein, jamais. N'essayons pas d'attirer le touriste. N'essayons pas d'attirer le touriste. Hein, pas d'adresse directe aux touristes. Restons nobles et ça paye. Et ça paye au final beaucoup plus que la vulgarité, tout simplement. Et quand je parle de vulgarité, attention, hein, c'est au sens essentiel du mot. Hein, bon. Oui, moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a vraiment pas de côté possible tourisme et culture, mais que par contre, il y a pas mal d'ingrédients nécessaires avant que sur un territoire, on arrive à se dire que le fait d'être créatif et d'emmener la culture peut derrière amener une attractivité, peut derrière être un facteur touristique et que tout le monde travaille ensemble. Mais c'est vrai que l'élu nécessaire, la personne qui pense, etc., ça fait quand même beaucoup d'ingrédients qui expliquent que peut-être aujourd'hui, on a peu d'exemples comme le voyage à Nantes. Alors, moi, je ne vais faire que répéter, mais je pense que souvent le tourisme doit penser un peu plus culture. Et souvent, et là c'est encore plus vrai, il faut que culture pense aussi tourisme. Tout à fait d'accord. Parce que globalement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, est-ce que parfois on ne peut pas penser en amont l'impact touristique que ça peut avoir, parce que ça peut aussi créer des modèles économiques, certainement. Et c'est pour ça que je posais la question de public-privé tout à l'heure. Dans le modèle pour mobiliser les acteurs. Et je pense que si on arrive à prouver ensemble que c'est un modèle aussi économique, on arrivera peut-être à convaincre les politiques. Ça c'est sûr, et les privés aussi. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui on a plein d'exemples qui le montrent. Hein. Ce qui s'est passé à Bilbao, quand on l'analyse finement, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle, c'est fou. Et c'est la culture, c'est un grand musée, des artistes à l'intérieur de ce grand musée qui tout d'un coup renversent la ville, hein, transforment la ville, la retournent. Bon, c'est... oui, non, je crois beaucoup à ça. Ok, merci messieurs. Un dernier petit mot de conclusion peut-être, Jean, si tu veux donner un dernier petit conseil à tous ces gens qui sont là dans la salle et qui sont venus t'écouter pendant 1 heure, ce serait quoi ? Je ne peux pas leur donner de conseils, ça c'est sûr. Ben, ce serait, soyez vous-même, ça c'est sûr. Hein, et puis 2, si on fait ce métier, il faut vraiment qu'on s'intéresse à sa ville, au territoire, là où l'on est. Hein. Ça c'est très très important. Je parlais d'in situ tout à l'heure. Pour moi, c'est la recette. Hein. Ce qui va surgir d'une ville sur laquelle on travaille va être très différent d'une autre ville. C'est obligatoire. Donc surtout ne pas imiter, ne pas transposer, adopter une même démarche, évidemment. On copie tous les autres, y compris moi. Hein, bon. Donc, mais revenir toujours à l'essentiel et ne pas appliquer de recettes. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci à vous trois.